Dans le cadre de la préparation de notre rapport sur l'adaptation des modes d'action de l'État dans les Outre-mer, nous allons nous pencher sur le volet justice dans les Outre-mer en auditionnant ce matin Maître Patrick Lingibé, membre du Conseil national des barreaux, ancien vice-président et président de la délégation Outre-mer de la Conférence des bâtonniers de France. Nous vous remercions, Maître, d'avoir accepté de répondre à nos questions en présentiel à l'occasion de votre passage à Paris. Nos rapporteurs Philippe Bas, ici présent, et Victorin Lurel, ont en effet beaucoup d'interrogations sur le fonctionnement de l'équipe France dans nos territoires. Pour reprendre une expression du général Laverne, commandant de la gendarmerie d'Outre-mer que nous avons entendu le 25 janvier dernier. Ce fut de l'avis de tous une audition très riche qui a amené à creuser davantage ce volet essentiel des fonctions de l'État. Vous n'avez pas hésité en 2023 à affirmer que si la justice est en grande difficulté dans l'Hexagone, elle est parfois dans un état de coma avancé outre-mer. En pointant une profonde crise de confiance sociale envers celle-ci, selon vous, les services judiciaires sont en raison de leur mission régalienne particulièrement exposés aux tensions sociales et à l'insécurité chronique qui traverse certains territoires ultramarins. Dans une série d'articles que nous avons mis sur Déméter pour les membres de la délégation, vous affirmez aussi que la problématique carcérale ultramarine ne résulte pas tant dans son taux de suroccupation que dans les conditions de détention qui sont particulièrement indignes et inhumaines. Vous y abordez aussi la question de l'attractivité des postes dans certains départements d'outre-mer. Si les avantages financiers octroyés aux magistrats et fonctionnaires peuvent parfois y participer, ils ne sont pas suffisants. Les difficultés de logement, notamment rencontrées par les nouveaux arrivants, sont identifiées comme un frein aux candidatures. Par ailleurs, comment fonctionne l'articulation police-justice qui nous paraît essentielle et surtout comment l'améliorer? Voici quelques questions sur lesquelles nous souhaiterions vous entendre. Après votre exposé liminaire, nos rapporteurs Philippe Bas et Victorin Lurel vous interrogeront sur des aspects plus précis, puis nos autres collègues poseront leurs questions à leur tour si elles le souhaitent. Vous avez la parole, cher maître. Oui, merci, Madame la Présidente. Merci de m'auditionner. C'est vrai que la question de justice, pas que, mais en fait, ne sont pas étrangères pour l'outre-mer. Alors, je pense que l'outre-mer est un défi pour la République parce qu'il renvoie pas une réponse unique, mais plurielle. Toute la complexité, nous avons 13 territoires et 13 statuts différents, 13 problématiques différentes d'ailleurs, qui renvoient effectivement à des interrogations et à des réponses. Alors, moi je suis avant tout un pragmatique. Ma boussole reste effectivement le bénéficiaire final de toute réflexion et de toute réponse apportée. C'est qui le bénéficiaire final? C'est le sujet de droit. C'est la citoyenne, c'est le citoyen qui se trouve dans chacun des territoires. Ça veut dire très clairement que le citoyen ne se préoccupe pas qui fait quoi. L'État, une collectivité territoriale, ceux qui souhaitent avoir une réponse aux problématiques. Alors d'abord, premier élément, je pense qu'il faut mettre en perspective, s'agissant des compétences régaliennes, puisque j'en viendrai aussi à aborder la question statutaire. Alors, pourquoi? Parce qu'elle a un lien direct, et j'expliquerai pourquoi, avec les compétences régaliennes et ce qu'on appelle souvent évolution institutionnelle, je dirais, en fait, c'est plutôt une amélioration institutionnelle. C'est-à-dire calibrer, en l'occurrence, les statuts au regard des bassins de vie et des problématiques, des réponses qu'elles amènent face aux problématiques posées. L'outre-mer, c'est quoi? Avant tout. Et là,
je crois qu'il ne faut pas avoir de langue de bois, il ne faut pas avoir aussi, parce que trop souvent pour l'outre-mer, on n'a pas voulu mettre les mots sur des problématiques ou parler de problématiques pour éviter de froisser. L'outre-mer, elle est caractérisée, et ça c'est un marqueur d'ailleurs, qui joue d'ailleurs sur la perception qu'a chacune des populations ultramarines au regard des collectivités territoriales, mais de l'État. Premier élément, vous avez une très large pauvreté. Je rappelle d'ailleurs qu'il y avait une étude qui avait été menée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'était le 26 septembre 2017, qui donnait, alors uniquement pour les 5 DROM, le taux de pauvreté suivant. En 2017, le taux de pauvreté de l'Hexagone était de 13,20 et il était de 84,5% à Mayotte. Et je vous rappelle à cette période, puisque ce n'est qu'en 2020 que l'INSEE va établir en fait un taux de pauvreté qui est effectivement en référence avec le taux hexagonal. Ce qui se passait avant, il était recontextualisé. C'est-à-dire que Mayotte, 84,5%, était recontextualisé à 32,4%. 61,2% en Guyane, recontextualisé à 30,2%. 51,2% à La Réunion, recontextualisé à 16%. 49,1% en Guadeloupe, recontextualisé à 20,10%, et la Martinique, 48,6%, recontextualisé à 20,6%. Ce que je veux dire, c'est qu'avant 2020, vous aviez un miroir, en fait, indicatif qui était déformé. En recontextualisant, on recontextualisait le taux de pauvreté alors que finalement il était artificiel. Je vous prends l'exemple de Mayotte, 32,4%, ça ne retraduit pas la réalité mahoraise. Et à cela, vous avez un autre indicateur qui vient télescoper cela, c'est sur le coût de la vie. C'est-à-dire qu'en Outre-mer, pour effectivement faire un résumé, on est plus pauvre et la vie est plus chère. 6 à 8 fois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, qu'on va parler de droit tout à l'heure, ça renvoie inévitablement, et la dernière étude de l'INSEE montre que justement en Outre-mer, vous avez en fait des atteintes à des droits fondamentaux, enfin, notamment des droits primaires. C'est-à-dire que les gens ont des problèmes, alors on le sait que dans l'Hexagone, mais c'est encore plus accentué, ont des problèmes effectivement pour se nourrir, en l'occurrence pour accéder. Et donc ça veut dire que la préoccupation première des populations, ben, c'est leurs besoins primaires. C'est clair, c'est effectivement comment bien vivre et mieux, alors que la vie est plus chère et que les gens sont plus pauvres. Sur deuxième élément, si je télescope, parce que vous avez en arrière-plan effectivement cette pauvreté, avec effectivement un curseur qui est sur effectivement le coût de la vie, qui est plus cher. L'état de la justice, la défiance. Il faut savoir que du 12 au 28 mai 2021, le cabinet Odoxa, c'est un cabinet spécialisé dans a été mandaté par le Conseil national des barreaux pour faire en fait une évaluation de la conception qu'avaient les justiciables de la justice. Alors, nouveauté, c'est que ce paramètre qui était jusqu'à l'Hexagone a été, je pense grâce à mes travaux, étendu à l'outre-mer. Donc on a en fait une image du justiciable, en fait, de la population ultramarine, même territoire par territoire, de la conception qu'elle a de la justice. Et je vais vous donner les chiffres qui sont éloquents. Il ressort de cette étude que 70% des Français ont le sentiment que les libertés et les droits fondamentaux ont tendance à reculer. Ce sentiment est encore plus aggravé en Outre-mer,
puisqu'il atteint 84%. Plus d'un Français sur 3 affirme que là où il habite, il est difficile d'accéder aux tribunaux, 35%, et qu'il est difficile de faire valoir ses droits, 37%. 58%, retenez ce chiffre, des ultramarins affirment qu'il est difficile de faire valoir leurs droits. Je vous rappelle que devant votre délégation, le 21 novembre 2019, l'ancien défenseur des droits, Jacques Toubon, disait ceci: « On a le sentiment qu'à beaucoup d'égards, les habitants des départements et territoires d'outre-mer n'ont pas le même accès aux droits, ils ont un accès aux droits inférieur à ceux qui existent en métropole. » Cette constatation faite a été appuyée par des travaux que j'ai menés moi-même, effectivement, qui montraient en fait un accès difficile au droit. Alors, je vous signale justement sur ce point qu'il y a un Conseil national de l'aide juridique qui donc conseille le gouvernement sur toute la politique d'accès au droit et qui notamment est consulté sur donc les projets de loi sur l'aide juridictionnelle et de décrets, et que pour la première fois, le Conseil national de l'aide juridique a un membre, en ma personne, un ultramarin qui a été nommé. Je n'ai justement conscient de ces problèmes. J'ai fait créer à l'unanimité un groupe de l'accès au droit en Outre-mer pour régler les problématiques territoire par territoire, que je préside d'ailleurs et qui va auditionner chacun des acteurs. Je voulais vous le signaler parce que c'est une problématique prégnante. Troisième élément, l'outre-mer connaît, et on le voit avec Mayotte, des crises sociétales majeures, qui sont cycliques. Ces crises sociétales mettent quoi en exergue? Pas des compétences locales. Ce sont des compétences régaliennes. Elle met donc en exergue en fait, des défaillances dont en fait, l'exercice de compétences, que ce soit l'immigration, la police, la justice aussi. La confiance, je pense que l'institution judiciaire est un passion régalien, c'est même si elle échouait dans les territoires d'outre-mer, la République, à mon sens, tomberait. Il y a par là qui est la nécessité, effectivement, d'être prise en compte. Vous savez qu'il y a eu un rapport sur les États généraux par un comité donc, présidé par Jean-Marc Sauvé. Sur les 250 pages, 2 pages et demie sont réservées à l'outre-mer, sans solution. Ce sont des diagnostics qui sont particulièrement inquiétants. Parce que, et je le répète, que si la justice est mal en point dans l'Hexagone, mais alors là, elle est sous l'eau en outre-mer. J'avais, moi, parce que je voyais arriver cet aspect, que l'outre-mer n'aurait pas été traité dans les débats, ça n'a pas manqué. Et lors, effectivement, du lancement des États généraux à Poitiers, où j'y étais, je n'ai pas manqué d'interpeller le président de la République in persona. Là-dessus, qui m'a écrit, d'ailleurs, qui me disait, oui, effectivement, je prends en compte et je donne des instructions au garde des Sceaux, il n'y a pas eu de suite. Hein. Ce qui fait qu'en fait, finalement, il y a, dans le rapport, vous parcourez les 250 pages, il n'y a rien sur l'outre-mer. Ça veut dire qu'on reste, effectivement, en questionnement. Alors que l'outre-mer a besoin, effectivement, de renvois, de signaux importants incarnant la République. La République, en fait, il faut la conquérir. C'est-à-dire que la confiance ne se décrète pas. Elle s'acquiert. Et vous avez vu, effectivement, le chiffre que vous avez donné, le cabinet Odoxa. Et on voit très bien qu'effectivement, pour les populations, la justice, bon, ils n'ont pas confiance. Hein, ils considèrent que, bon, c'est une justice qui est partiale. Alors, je vous dis, c'est pas ce que je pense. Mais il faut bien comprendre, effectivement, l'intérêt, en l'occurrence, pour moi, un système juridique. Le droit n'a de pertinence et de performance que s'il répond effectivement aux problématiques sociétales, au corps sociétal auquel il tend à s'appliquer, et surtout de lui inspirer confiance. C'est ça.
S'ils n'arrivent pas à cet état, on échoue. Mais qu'on échoue, on échoue collectivement, avec la République en masse. Puisque effectivement, ça donne naissance à d'autres choses. Vous savez comme moi, effectivement, les gens qui pensent que le droit n'est plus régulateur et que c'est autre chose. Moi, je suis un partisan farouche, effectivement, défense du droit. Je pense qu'effectivement, c'est un système ordonné qui doit inspirer confiance. Le problème, c'est que vous avez, en fait, une tension entre, finalement, un outil juridique et la réponse qu'elle amène, qui n'est pas appropriée. Et autre élément qui est pour moi inquiétant, c'est l'illisibilité qu'on a abouti de l'outre-mer au sein du concert gouvernemental. Je m'explique. Parce que c'est des choses qui m'est revenu. Vous avez compris que, comme effectivement comme auteur, je publie énormément, donc j'ai des retours. Les gens me parlent, et puis dans les déplacements, effectivement, j'ai l'occasion de discuter avec les personnes. C'est quoi bon, vous le savez comme moi qu'il y a un ministère des Outre-mer, et l'une des fonctions importantes du ministère des Outre-mer, effectivement, c'est un rôle de coordination de l'action gouvernementale en Outre-mer, d'assurer une cohérence et une lisibilité. Or, le problème, force est de constater que bon, cette lisibilité a disparu. D'autant l'une des critiques majeures qui est faite, c'est effectivement le fait que le ministère des Outre-mer n'est plus un ministère de plein exercice. C'est un ministère qui est placé sous la tutelle d'un autre ministère. Bon, peu importe, mais sauf que le message qui est renvoyé, c'est effectivement, vous savez comme moi que le ministère de l'Outre-mer, le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère qui est caractérisé par l'ordre public. Si effectivement la perception de l'Outre-mer, c'est sous le prisme de l'ordre public, c'est que nous avons échoué. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas la réponse. L'ordre public est une chose, mais on ne peut pas limiter l'outre-mer à l'ordre public. C'est le message, je dirais, tacitement qui est renvoyé, que les gens reçoivent. C'est-à-dire qu'ils considèrent que, bon, ils n'ont pas de ministère vraiment de plein exercice pour faire valoir les réalités ultramarines, et Dieu sait, elles sont nombreuses. Et donc, s'il faut passer par un prisme fait d'un autre ministère dont la préoccupation première est quand même le maintien de l'ordre, ça, je dirais que c'est un mauvais signal, à mon sens, envoyé aux populations d'outre-mer. L'autre perception aussi, c'est qu'il faut qu'on comprenne, moi qui ai beaucoup écrit et commenté les décisions rendues par la juridiction administrative, particulièrement le Conseil d'État en période de crise sanitaire, la crise sanitaire, Covid, peu importe les justifications, a créé en fait au sein des populations ultramarines, ce sont ceux qui reviennent, le fait de se dire est-ce qu'ils étaient réellement effectivement dans un ensemble, quelle est leur place dans la République. Je vous rappelle que le dispositif mis en place, tous les territoires ultramarins, les populations, enfin les personnes qui se déplaçaient étaient soumis à des motifs impérieux. Je vous rappelle aussi, dans le même temps, que le Conseil d'État rendait un arrêt que j'ai commenté, où effectivement dans le décret était prévu que les Français à l'étranger étaient soumis à la démonstration de motifs impérieux, et le Conseil d'État, effectivement référé, avait effectivement suspendu cette procédure en disant qu'on ne pouvait pas effectivement imposer à un Français la justificatif de revenir sur son territoire, son pays. Je veux dire que, quels que soient les fondements, en fait, ça a créé une confusion et une idée qu'effectivement les ultramarins n'étaient pas traités de la même manière que effectivement les Français de l'Hexagone. Alors, sur la justice particulièrement, puisque effectivement j'avais fait des propositions qui, je pense, vous intéresseront. Il y avait, dans mon article, j'ai publié à la suite du rapport Sauvé, 18 propositions. Alors, je ne vais pas les citer toutes, mais comment se passe aujourd'hui l'affectation de magistrats et de greffiers? Parce qu'on oublie souvent les greffiers au niveau, effectivement, de la justice.
Alors vous avez des territoires qui sont plus difficiles que d'autres, Mayotte, la Guyane. C'est deux territoires qui reviennent et qui sont considérés comme très difficiles par rapport à la Réunion. Je pense qu'il y a une problématique de fond. À la chancellerie, vous n'avez pas de direction de l'outre-mer. Ça veut dire que l'approche en fait, de l'outre-mer, qui doit se singulariser par les problématiques auxquelles effectivement elle renvoie, l'affectation est traitée de la même manière que effectivement une affectation dans une province. C'est-à-dire, je sais pas, vous affectez un magistrat à Poitiers ou en Corrèze, eh ben, c'est la même matière que vous affectez effectivement un magistrat. Alors il y a bien un stage de sensibilisation à l'École nationale de la magistrature, sauf qu'effectivement il faut bien comprendre que effectivement le magistrat qui arrive dans un outre-mer, il est confronté à une culture en fait différente, à des problématiques différentes, et il n'y a pas réellement, alors même si ça s'est amélioré au niveau de l'accompagnement, mais il n'y a pas de réflexion réelle portée sur chaque territoire. Je vous prends des exemples. On va prendre l'exemple de Mayotte. Vous savez que Mayotte a changé de statut, mais en changeant de statut, on a supprimé effectivement une juridiction d'appel qui existait à Mayotte. Ça veut dire que le justiciable mahorais doit se rendre effectivement à Saint-Denis-de-la-Réunion pour effectivement un contentieux lié notamment aux chambres d'instruction au niveau de la Réunion. Ça veut dire qu'en fait, finalement, on a diminué les droits des justiciables mahorais dans une optique effectivement de réorganisation administrative. Autre exemple, parlons. Vous savez que la Guyane est confrontée à un problème de trafic de stupéfiants. Il n'y a pas que ce territoire. Le traitement en fait, des problèmes de stupéfiants, de grand trafic, est traité, figurez-vous, à 1800 km, c'est-à-dire en Martinique, qui effectivement concentre la juridiction interrégionale. Problématique, c'est que quand vous avez des problèmes amazoniens, sud-américains, vous ne pouvez pas avoir un prisme qui est déconnecté de la réalité. Et moi, l'une des propositions que j'avais faites, en fait, c'était d'adapter le droit aux réalités. C'est-à-dire qu'il faut s'affranchir aussi. Quand je vous disais le bénéficiaire final, ce qui est intéressant, c'est le justiciable, c'est le citoyen. Il faut lui apporter une réponse. On doit quitter la doctrine, y compris de remettre en cause pour apporter des solutions simples à des problèmes effectivement quotidiens qui polluent et qui effectivement permettent la défiance. Pour reconquérir, il faut des réponses adaptées, y compris. Donc c'était effectivement de créer des juridictions qui soient calibrées, en l'occurrence. Même si je sais que les GIRS font partie d'une loi. Moi, je me souviens de discuter avec la chancellerie qui me dit oui, mais ce sont des... Mais je veux dire qu'il faut savoir ce que l'on veut. L'objectif, c'est bien d'apporter des réponses concrètes à des situations qui sont inédites. Si nous ne quittons pas, on a confondu, je pense très sincèrement, et on confond souvent en outre-mer, le principe d'égalité et celui d'uniformité. Vous ne pouvez pas appliquer un principe d'égalité sur des territoires qui ne sont pas uniformes. Sinon, vous allez à l'échec. Et je reviens à la règle de droit. La règle de droit est une réponse, effectivement, au corps sociétal auquel il s'applique. Dernier point, je voulais rebondir sur, effectivement, la question, statutaire, puisque, effectivement, puisque j'ai eu l'occasion d'être auditionné par l'Assemblée nationale et j'ai écrit sur la question. Moi, je m'inscris plutôt dans une... Aujourd'hui, vous avez effectivement
une dichotomie de facettes, effectivement, du principe d'identité législative et de l'autre côté de spécialité législative. Pour moi, ça relève plus de l'artifice juridique, parce que la réalité, il faut bien qu'on on se rend compte, et on se rend compte qu'on est dans la justice, c'est que sur chaque bassin des départements, régions d'outre-mer, vous vous rendez compte de quoi? Vous vous trouvez dans des bassins qui sont radicalement différents de l'environnement que vous avez dans l'Hexagone et le schéma européen. C'est-à-dire que notre norme est confrontée sans cesse à une réalité qui est poussée, impulsée par un environnement qui n'ont pas les mêmes référents juridiques que nous. Et là où j'en viens, moi je suis pour effectivement une fusion d'articles, avec effectivement un principe qui consacrerait ce que je défendais en doctrine, c'est la différenciation, mais moi j'appelle ça de droit différencié, parce que je pense que l'outre-mer est différent, même si dans sa réalité, avec des lois organiques. Alors pourquoi les lois organiques? Et je rebondis, je voulais faire la boucle là-dessus, parce que je pense au niveau des lois organiques, il est plus intéressant de mettre en place des outils dérogatoires en matière régalienne. C'est toute la réflexion de votre délégation. Pourquoi? Je vous prends l'exemple de la Guyane. Aujourd'hui, quels sont les instruments qui permettent d'assurer la souveraineté? Le régalien renvoie à la souveraineté. Un pays qui n'est pas souverain, dont ses territoires, est un pays qui pose problème. Vous avez des enjeux qui, pour moi, effectivement, relèvent, qui dépassent dans un département, qui mettent en défi l'État, sa souveraineté, et vous devez avoir des outils qui permettent effectivement d'adapter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le droit commun, c'est très difficile de faire des dérogations très poussées là-dessus. Même si elles sont momentanées, que ce soit pour le trafic de stupéfiants, que ce soit pour, effectivement, en matière d'immigration, que ce soit dans d'autres domaines de la nationalité. Voilà. Je pense qu'effectivement, il faut des réponses, et les réponses, il faut sortir des schémas traditionnels, à mon sens, pour répondre effectivement aux problématiques du justiciable. Nous du rapporteur, donc on va commencer par Philippe Bas, puis Victorin Lurel. Merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Bâtonnier de votre exposé. Nous en sommes au début de nos réflexions et celles-ci s'inscrivent dans une perspective qui pour l'instant est encore un peu intuitive. Il y a quand même l'idée qui est vérifiée, qui est un fait en réalité, que nous avons dans une partie au moins de nos collectivités ultramarines des problèmes de sécurité pour leurs habitants qui dépassent en proportion tout ce que l'on peut connaître dans l'Hexagone. Et donc il y a sans doute la tentation de vouloir mettre en œuvre un dispositif répressif que l'avocat que vous êtes ne peut voir venir qu'avec une part de méfiance. Mais enfin, l'avocat que vous êtes aussi est l'avocat des victimes. Et donc, il a le souci de la sécurité de la vie en société. Mais on se demande, au début de cette réflexion, si l'application pure et simple de notre code de procédure pénale outre-mer,
même si vous relevez dans vos réponses qu'il y a déjà des adaptations, répond à l'attente des sociétés ultramarines. Vous êtes à Cayenne, vous connaissez donc particulièrement bien la situation de la Guyane, que plusieurs de nos collègues connaissent également très bien. Et il est certain qu'il y a une très vive inquiétude parmi les habitants de Guyane sur la dégradation très forte de la situation sécuritaire. Et ce qui nous intéresserait, c'est, si c'est possible, de votre part, maintenant ou plus tard, que vous puissiez nous dire, à la lumière de votre expérience, en quoi l'application du Code de procédure pénale, même avec un certain nombre d'aménagements déjà existants, ne remplit pas le contrat de sécurité que nous voudrions avoir avec nos compatriotes ultramarins. Qu'est-ce qu'il faudrait concrètement faire? Il y a bien sûr la question des moyens humains et nous ne voulons pas l'ignorer, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la lutte contre l'orpaillage, l'insécurité liée à une immigration qui viennent d'Haïti, du Suriname ou du Brésil, pour rassurer nos compatriotes. Je parle de la Guyane parce que vous êtes guyanais, mais je sais bien que vous avez étendu votre champ de réflexion à l'ensemble de l'outre-mer, et ça nous intéresse que vous débordiez évidemment du champ strict de cette collectivité. Alors, votre question renvoie, à mon sens, à une autre, parce qu'il faut mettre les mots sans détour sur les politiques qu'on a. La Guyane, comme Mayotte, je pense, pose un problème de fond qui dépasse le cadre judiciaire, qui est un problème de souveraineté. Que ce soit l'orpaillage illégal, quand vous avez pas des individus, mais tout un groupe, en l'occurrence, parce qu'il faut bien comprendre que la lutte, qu'est-ce qu'on constate, en l'occurrence, c'est que vous avez parfois tout un groupe donc de personnes, en l'occurrence, qui dépassent. C'est-à-dire que judiciairement, il faut très très clair, on est incapable aujourd'hui d'apporter une réponse, parce que ça voudrait dire qu'en l'occurrence, si on rentre dans le jeu actuel, il faudrait, puisque ce sont des infractions, il faudrait juger des personnes en fait, qui dépassent les capacités judiciaires, les mettre en détention. L'établissement ne suffirait pas. Je veux dire par là que, pour moi, les problématiques renvoient plus sur des problématiques, non pas de modification, parce qu'on aura beau modifier le code de procédure pénale, étendre effectivement les champs, oui, sauf que vous aurez une limite effectivement qui est matérielle, c'est que la juridiction ne pourra pas juger autant de personnes et la réponse pénale sera inadaptée parce que jamais aucun établissement pénitentiaire ne pourra absorber le nombre de condamnations. Non mais c'est une réalité. On n'en parle pas, mais j'en parle. Je vous le dis. C'est la réalité. C'est clair. Puis on a beau vous dire renforcer, moi je vous le dis très clairement, son détour, très sincèrement, c'est une réponse qui vient à l'échec, parce que jamais, effectivement, l'institution judiciaire n'aura cette capacité. Et quant à l'administration pénitentiaire, elle ne suivra pas, elle ne pourra pas suivre. À moins d'étendre, vous aurez beau étendre effectivement le nombre de prisons. D'ailleurs, vous savez très bien que ça prendra du temps, ne serait-ce effectivement pour lancer les marchés, mais vous n'aurez pas.
Pour moi, la réponse ne peut être effectivement que de l'ordre effectivement de la coopération interrégionale avec la fermeté effectivement de la position française. Je veux dire par là que bon, que ce soit à Mayotte ou que ce soit effectivement dans l'environnement sud-américain, je ne vois pas très sincèrement. Vous savez que pour la Guyane est entourée par deux pays, dans un pays qui est quand même considéré comme un pays narcotrafiquant. Ça veut dire que non, on a une problématique de fond. Il ne faut pas non plus faire comme si on ne voit pas. C'est une problématique géopolitique et géostratégique. C'est-à-dire quelle est la position elle dépasse en fait finalement le système juridique, elle dépasse la réponse judiciaire pour avoir une réponse politique internationale. Bon, voilà, c'est clair. Si, en fait, vous me demandez mon avis, modifier le code de procédure pénale, je pense qu'il y a des datations à faire pour doter, à mon sens, effectivement, les acteurs de l'État, je pense au procureur de la République, je pense au préfet, de moyens supplémentaires d'outils juridiques. Mais pour moi, ça ne suffira jamais à apporter la réponse. C'est très clair. Ces réponses-là seront marginales. Si nous ne traitons pas le problème à la dimension sud-américaine ou pour Mayotte, pour le connaître parce que je me suis déplacé et je me suis intéressé à la question mahoraise, comme toutes les questions ultramarines, vous imaginez, on n'a pas de réponse, en l'occurrence, en droit interne. Il faut imaginer un instant que c'est pas vrai, c'est l'échec. C'est pas nous sur notre droit, on va dire, on va en fait durcir le code de procédure pénale, et puis ça sera résolu. C'est pas vrai. C'est faux. Au contraire, je pense qu'en faisant ça, on va envoyer un message en disant on durcit. Donc le citoyen, il va dire bon, d'accord, l'État. Et puis en fait, aux conclusions, on ne pourra pas apporter de réponse. Voilà. Oui, j'apprécie la franchise et le réalisme de votre réponse, qui d'ailleurs n'est pas complètement fermée oui. Sur le sujet des moyens juridiques de la répression, et ni d'ailleurs sur le sujet de l'adaptation de l'appareil carcéral, mais qui souligne à quel point le sujet est maintenant un sujet que vous qualifiez de souveraineté. Oui. Et est-ce que vous pouvez mettre un peu les points sur les i et traduire ce que signifierait pour vous une action de souveraineté qui nous permettrait, face à un État narcotrafiquant, face à un autre État dont les moyens d'action sont assez différents des nôtres, qu'est-ce que vous mettez derrière action de souveraineté? Est-ce que c'est une action diplomatique, militaire? Est-ce qu'il s'agirait de rendre étanches les frontières que constituent le Maroni ou l'Oyapock? Est-ce que c'est réaliste, ça aussi? Parce que on dit qu'il n'est pas réaliste d'apporter une réponse par les moyens juridiques, et je suis prêt à l'entendre, mais est-ce qu'il est vraiment réaliste d'espérer une réponse de souveraineté, comme vous l'avez qualifié? Oui. Je parlais de souveraineté parce que lorsque effectivement votre système juridique est mis en échec, oui. En l'occurrence c'est le cas, hein, il faut se rendre compte, vous avez nécessairement une question de souveraineté, c'est évident, puisque effectivement ça veut dire que la question qui renvoie, c'est que les gens dans leur inconscient se disent est-ce que finalement on est souverain chez soi? Quand je dis on est souverain, la France est souveraine dans ses territoires. Alors, pour moi, la priorité, c'est effectivement l'action diplomatique. Parce qu'effectivement, si vous prenez la Guyane, les frontières sont tellement grandes que même une action, je dirais, de militarisation des frontières, quand je parle de question de souveraineté et que je la distingue de la question judiciaire, c'est parce que la question de souveraineté, effectivement, c'est un rapport d'État à État, mais de souveraineté, y compris, effectivement, sur le plan de la surveillance des frontières, qui basculerait, non pas, effectivement, dans un droit ordinaire, mais qui considérait, effectivement, pour le rendre étanche, qui ferait appel à des moyens, effectivement, de souveraineté, puisque la souveraineté, c'est l'armée. Voilà, pour vous répondre concrètement. Ceci dit, il faut être réaliste. Même si pour un moment ça peut durer,
vous ne pourrez pas maintenir des frontières étanches pendant toute l'année, c'est clair. Hein. Vous savez très bien qu'il faut bien se rendre compte que nous avons un environnement qui a une norme différente, qui a aussi, je dirais, des objectifs différents hein, de la France. Il ne faut pas se le cacher. Ils ont d'autres stratégies. Moi, je mise plutôt sur, effectivement, l'action diplomatique. Je crois qu'il faut se rendre compte qu'il n'y a que cette action qui peut... oui. Alors après, elle peut s'accompagner avec des signaux, effectivement, de souveraineté. C'est plus, effectivement, l'action, en l'occurrence, de présence française aux frontières. Bon, maintenant, elle ne peut pas durer éternellement, c'est clair. Parce qu'il faut bien rendre compte, nous sommes dans un monde ouvert, et quand vous avez des frontières qui sont effectivement ouvertes, il est bien difficile, effectivement, de les... ça voudrait dire, qu'en l'occurrence, que les pays environnants joueraient le jeu. Oui. Alors, on parlait du Suriname, qui est un pays qui, quand même, pose des problématiques. Moi, est-ce que le Brésil mais bon, voilà. Alors, comment arriver je pense qu'on a prouvé qu'effectivement, on pouvait être efficace et avoir des réponses diplomatiques. Maintenant, c'est savoir la volonté. Et où on met le cap. C'est ça. Ça renvoie à une réponse qui n'est pas judiciaire. Hein, mais il faut imaginer que se fonder uniquement sur une organisation juridique, sur des réformes, oui, mais elles n'auront pas de percussion. C'est-à-dire qu'elles auront une percussion limitée, parce que nous sommes face effectivement à une problématique qui dépasse celle d'un département, puisqu'il y a les considérés comme des départements, c'est à l'échelle d'un pays, et qui même d'un continent, parce qu'on sait très bien que nous sommes en Amérique du Sud, et que le Suriname aussi, ou le Brésil, sont des pays effectivement de transit, on le voit d'ailleurs, sur effectivement d'immigration, de trafic. On sait que par exemple qu'aujourd'hui, le trafic de stupéfiants est en train de être dérouté vers les Antilles, vers d'autres, pour effectivement atteindre l'Hexagone, l'Europe. Donc on a une problématique qui est de géopolitique et de diplomatie. En somme, quand on est plus efficace en Guyane, on expose davantage les Antilles. Oui, nécessairement, vous avez un problème de vase communicant. Oui. Lorsque vous, effectivement... Alors après, pour vous répondre sur une question, effectivement, sur le trafic de stupéfiants. Vous savez qu'en Guyane a été mis en place un dispositif de 100% contrôle. Bon, pour moi, le 100% contrôle n'existe pas, mais enfin, je vous dis, en fait, le dispositif, c'est quoi ? Et là, on glisse sur quelque chose qui est, à mon sens, juridiquement problématique. Vous avez effectivement le préfet, donc les gens se présentent à l'aéroport et font l'objet d'un contrôle, donc par les policiers. Et suivant le contrôle, on refuse l'embarquement. C'est concrétisé comment ? Par un arrêté qui interdit à la personne 5 ou 10 jours. Sauf que, je me suis pensé sur cette problématique. Vous avez un problème. Vous savez que, en matière, dans notre droit, Dieu merci, vous avez un principe de l'égalité des délits et des peines. Connu en droit pénal, aucune peine, effectivement, ne peut être appliquée si elle n'est prévue expressément par le législateur. Mais le Conseil d'État a indiqué que ce principe s'applique aux sanctions administratives. Or, vous avez un dispositif en Guyane qui ne repose sur aucune disposition textuelle. Le législateur n'a jamais prévu, effectivement, en matière de débarquement, des peines de 5 à 10 jours. Et aucune autorité administrative, quelle qu'elle soit, en pouvoir réglementaire, ne peut créer des sanctions. Vous avez un problème de sanctions administratives qui pose un problème. Et quand je vous parlais effectivement de dérogation, je l'ai écrit dans un article en disant qu'il fallait doter effectivement le préfet de moyens, effectivement, je comprends, hein, il fallait doter les préfets de moyens qui permettent effectivement de lutter efficacement, c'est d'asseoir sur une base juridique qui soit effectivement incontestable, et qu'il n'y a pas.
Aujourd'hui, vous n'avez pas. Je ne suis pas sûr que si demain le Conseil d'État avait à se prononcer, qu'il considérerait qu'effectivement on n'a pas à faire des sanctions administratives. Vous voyez? Comme quoi, comment en fait, on a de manière permanente dans l'outre-mer, qu'est-ce que vous observez? Une tension entre finalement la règle de droit, telle qu'elle est construite, le code de procédure pénale, et son application sur le terrain, où on se rend compte qu'il faut des réponses, et donc on passe à des systèmes adaptés, des combinaisons. En fait, qu'est-ce qui se passe en Guyane? On a transféré, en fait, finalement, d'une compétence qui est essentiellement judiciaire, le trafic de stupéfiants relève du juge judiciaire. Mais comme le juge judiciaire n'a pas la capacité, et le procureur de la République actuel avait dit, moins d'1,5 kg, je ne poursuis pas, je donne des instructions de ne pas poursuivre. Alors ça a été critiqué, moi j'ai eu un article là-dessus. Bon, je comprends, c'était une question effectivement de priorité, parce que s'il consacrait tous les moyens, effectivement, je comprends, à la lutte de stupéfiants, il ne pourrait pas traiter les problèmes effectivement de vol, etc., qui inquiètent les gens, voilà, la criminalité, etc. Donc il a fait ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, on a transféré ça, on l'a administrativé. C'est-à-dire qu'on est censé servir de la police administrative, qui est une police, je vous rappelle, de prévention, en l'occurrence, qui vise à prévenir, alors que la police judiciaire, effectivement, a sanctionné, a réprimé. En fait, on a transféré voilà, un problème qui devait relever du judiciaire, avec finalement un système D qui, en fait, est incompréhensible, parce que vous n'avez pas de disposition vraiment express qui prévoit... Voilà, vous voyez les problématiques. Merci. Merci, maître. Je vais laisser la parole à notre collègue Victorin Lurel. Merci, madame la présidente. Pardonnez encore mon retard. J'avoue, je suis perplexe en vous écoutant et j'ai l'habitude de vous lire, de vous entendre. Là, je suis un peu perplexe. Si on fait des réformes, disons paramétriques, vous avez employé le mot, il n'y a pas grand-chose à espérer. Puisque on le fait déjà, parfois un peu à la limite du respect des libertés publiques ou des libertés garanties. On donne quelques pouvoirs supplémentaires au préfet, et c'est vrai que sur la base de l'article 78, je ne sais plus quel tiré 1 ou 2 du Code de procédure pénale, il peut arrêter, il peut même expulser, sans même avoir saisi le tribunal administratif. Et ça, c'est déjà fait en Guyane, mais en Guadeloupe, on l'a vu avec des drames. À l'époque, il y a eu des crashs d'avions avec des personnes en situation irrégulière sur le territoire de la Guadeloupe. À ce titre, il peut mettre en rétention et expulser. Il peut faire des OQTF avec plus de facilité. Il peut faire ça. Vous dites que ça ne va pas régler le problème. Et quand on discute au Parlement, qui à l'Assemblée ou qui ici au Sénat, nous sommes tous un peu discrets sur ces pouvoirs exorbitants octroyés au préfet. J'avoue que lorsqu'on évoque aussi le droit du sol, j'ai eu ça avec d'autres parlementaires mahorais, on a compris. Et on a compris, même si ça violait quelques grands principes. Mais on a compris, compte tenu de la pression migratoire, et cela est vrai, peut-être en Guadeloupe, un peu moins en Martinique, mais c'est vrai, en Guyane, c'est une évidence, et peut-être à Saint-Martin, il y a des problèmes de contrôle. Ensuite, on a donné quelques pouvoirs supplémentaires, mais c'est paramétrique, quelques pouvoirs supplémentaires à la police, à la gendarmerie, de contrôle permanent. C'est vrai qu'on l'a limité chez moi, et je ne sais pas si c'est vrai dans les autres territoires, à quelques routes nationales. Je crois en Guadeloupe, ça va être la RN1 et la RN2. Il y a plus d'une dizaine de routes nationales. Si on arrête quelqu'un sur une route départementale ou communale, ça peut être cassé en droit processuel, enfin en procédure. Bon, ça peut être cassé. Alors, et c'est pourtant nécessaire. Et vous dites que le principe d'égalité, c'est vrai, vous avez raison, pour s'adapter, eh bien, on a fait et créé ces exceptions-là. Et vous citez les citoyens défenseurs à Wallis et Futuna. Il n'y a pas d'avocat, bon, on ne fait pas venir de Nouméa, on prend, je ne dirais pas n'importe qui, il faut qu'il soit agréé,
Et il peut aller au tribunal et défendre. Et vous dites, même parfois, lorsqu'il s'agit de juger de crimes, mais oui. Et donc, ces particularités-là existent. Et vous dites, donc, tout ça, c'est bien, on peut le faire. On a fait chez vous en Guyane. J'étais, moi, là, et on a participé à ça avec Berthelot et d'autres parlementaires, de donner des pouvoirs aux officiers de police judiciaire, mais aussi aux agents de police judiciaire, les APJ, pour détruire les instruments saisis, sans jugement préalable. Bon, tout ça, c'est paramétrique et ça ne fait pas avancer, si j'ose dire, les causes d'une justice plus efficace, plus efficiente, dotée de meilleurs moyens, même si on fait ce type de renforcement. Vous faites 18 propositions. Et dans la, je crois, la 10, vous dites, et vous avez parlé de souveraineté, vous dites, intégrer dans la réforme à venir, la réforme constitutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, certains ici pensent ça, la création de dispositifs protégeant l'originalité de chaque territoire. C'est ça qui m'intéresse. L'originalité de chaque territoire et la pluralité identitaire qui en résulte au sein de la République. Comment voyez-vous ça, respecter la pluralité identitaire? Est-ce que vous y mettez les langues? Est-ce que vous y mettez la culture? Et je ne sais pas comment qualifier ça et en définir son périmètre. La pluralité identitaire au sein de la République. La proposition 10, de fortes adaptations, procéder à des mesures juridiques d'adaptation fortes pour répondre aux réalités et problématiques sociétales liées au bassin de vie. J'entends ça et je comprends ça, mais j'aimerais concrètement comprendre qu'est-ce que vous avez en tête et qu'est-ce que vous proposeriez à cette délégation pour illustrer ces deux propositions. Si on laisse le paramétrique, mais là, qu'est-ce qu'en réforme constitutionnelle, on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, déjà, ce ne serait pas effectivement dans la Constitution. Enfin, oui, pardon. Oui. Ça serait effectivement dans son dispositif, je le voyais plus effectivement dans la loi organique propre à chaque territoire. Alors, sur l'identité, qu'est-ce qui fait l'identité d'un territoire? Il y a je dirais, sa culture. Bon, je n'invente rien. L'article 72.3 de la Constitution, dans son alinéa premier, dit « La République reconnaît au sein du peuple français les populations d'outre-mer dans un idéal commun de liberté, égalité et fraternité ». Je veux dire par là qu'on a bien conscience que les populations d'outre-mer constituent effectivement, à l'intérieur du peuple français, des particularités linguistiques, de langue. Alors, vous me disiez qu'en fait, comment je vois cette adaptation. Déjà, c'est de répondre aux problématiques de chaque territoire. Parce que je pense qu'il faut qu'on cesse, qu'on quitte un prisme qu'on a général de l'outre-mer pour avoir un prisme qui soit serré par territoire. Alors, c'est un défi, c'est compliqué. Il y a 13 territoires différents, 13 populations, enfin, il y a 13 territoires, puisque tous les territoires ne sont pas habités, mais pour ceux qui sont habités, ils ont des particularités. Je prends l'exemple de Wallis et Futuna, sur lequel j'ai travaillé, et la Polynésie, ils sont radicalement différents. C'est pas la même façon de voir les choses, parce que je pense qu'il faut se placer aussi dans la perception qu'a chaque population de sa vision effectivement de Paris, mais comment il voit les choses en l'occurrence, y compris le droit. Quand je parlais effectivement que le droit n'a de résonance que si effectivement il inspire la confiance, c'est parce qu'en fait je pars du principe que les réponses juridiques qu'on apporte doivent effectivement s'adapter à ce que les gens attendent, en l'occurrence, en restant dans nos principes. Je rebondis sur ce que vous m'avez dit, sur les citoyens défenseurs. Problématique que j'ai soulevée. Vous savez qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a des agréés. C'est-à-dire que vous avez du territoire de la République où vous n'avez pas d'avocat. Vous n'avez pas d'avocat, pourquoi? C'est parce que la chancellerie n'a pas voulu, en tout cas pour Wallis et Futuna,
alors même si ça a évolué, puisque ça fait partie de mes propositions, prévu une dotation de frais de transport pour les avocats de Nouméa. Puisque Wallis et Futuna dépend de la cour d'appel de Nouméa. Alors ça a entraîné des choses dramatiques, parce que vous avez des citoyens défenseurs qui ne sont pas agréés pour leurs compétences, hein. Ils ne sont pas des juristes. Et vous imaginez bien qu'un citoyen défenseur défendant une affaire correctionnelle lourde, voire criminelle, eh oui, parce que vous avez, il ne faut pas se voiler la face, l'institution judiciaire sait aussi déroger. C'est-à-dire que, bon, bah, il y a un citoyen défenseur, il faut faire avancer les dossiers, donc la personne sera jugée. On ne va pas attendre qu'un avocat se... Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que le barreau de Nouméa, parce que j'avais, vous imaginez bien, je m'étais entretenu avec le bâtonnier de Nouméa pour voir dans quelle mesure on pouvait prêter attention. Parce que moi, je veux dire que ça m'interpelle, ça, que des gens ne soient pas défendus par des professionnels qui sont formés, c'est quand même problématique, surtout en matière pénale. Et en fait, il y avait ce butoir, c'est-à-dire que la chancellerie n'a pas prévu en fait de dispositif d'accompagnement des avocats. Ça veut dire que c'était à la charge du barreau. Vous savez que la seule collectivité, le seul territoire où les frais de prise en charge sont prévus, c'est la Polynésie française. Aucun autre territoire ne reçoit de dotation pour effectivement les frais de transport des avocats. Pour rebondir, par exemple, vous avez, que ce soit à Nouméa, quand vous allez à Koné, l'avocat qui va, il n'est pas pris en charge. Voilà. Donc, ça pose des problématiques. Alors, pour vous répondre, la solution. D'ailleurs, c'est l'intérêt que j'ai fait de créer au sein du Conseil national de l'aide juridique ce groupe effectivement d'accès au droit, c'est pour justement apporter des réponses territoire par territoire après l'audition de chacun des acteurs de terrain, y compris des associations, des gens qui sont sur le terrain. Parce que je pense que jusqu'à maintenant, nous avons défini une politique d'accès au droit en partant du haut en bas. Or, une politique d'accès au droit qui soit fiable, qui soit convaincante, ne peut qu'émaner effectivement des acteurs de terrain, en l'occurrence. Il y a par là que la réponse de l'accès au droit pour Wallis et Futuna, pour vous répondre, ne peut pas être la même qu'en Nouvelle-Calédonie. Elle ne sera certainement pas la même en Martinique ou en Guadeloupe, ou encore en Guyane. Mais la géographie n'est pas la même. Et la géographie n'est pas la même. Nous sommes dans des bassins de vie différents. D'ailleurs, on va pousser le raisonnement un peu plus loin. Pour montrer effectivement comment effectivement il y a une différence. Vous savez que le réseau bancaire, et je suis bien placé pour le savoir, puisque effectivement j'ai des activités ordinales qui m'amènent effectivement à gérer une CARPA. Vous savez que le réseau bancaire, pour tout l'outre-mer, est considéré comme un réseau étranger. Ça veut dire en l'occurrence que la même banque qui est implantée sur le territoire hexagonal, soit la BNP, Crédit Agricole ou autre chose, dont sa représentation ultramarine, elle n'a pas les mêmes taux, elle n'a pas les mêmes modes de gestion qui relèvent de l'international. Et je peux bien vous en parler, puisqu'effectivement, je vois que les taux d'intérêt ne sont pas les mêmes qu'effectivement, par exemple, dans l'Hexagone. Autre problématique, c'est que vous avez aussi, quand vous arrivez dans l'Hexagone, souvent, problème de téléphone. Vous avez même des opérateurs qui vous font le 33, ils ne sont pas adaptés au 594, 596. Non, mais je veux dire, ce sont des petits signes qui renvoient à l'idée que, en fait, finalement, l'ultramarin, il est différent. Il est différent, il a cette perception. On ne le dit pas, mais je n'ai pas de langue de bois, hein, donc je vous le dis, mais c'est clair, c'est voilà. Monsieur le bâtonnier, vous nous avez dit qu'en Polynésie, oui. L'avocat est transporté. Oui. Enfin, oui, c'est-à-dire que... Son transport est financé. Je voudrais juste vérifier un point. C'est le gouvernement de Polynésie qui a mis en place ce dispositif? Non. Alors, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, c'est la République française. C'est la chancellerie. Alors, en Polynésie... Et alors, pourquoi ce deux poids, deux mesures? Il y a 118 îles, là. Eh bien, écoutez, pourquoi je me suis... C'est ça la réponse. Personne n'a pu m'expliquer. Alors je suppose que c'était lié au rapport
du président de la Polynésie de l'époque et puis du président de la République. Oui, et c'est ce que le ministre Lurel nous dit. Oui. C'est la géographie. Simplement, je veux dire, en Nouvelle-Calédonie, le problème se pose, même s'il y a moins d'îles, il se pose dans les mêmes termes. Exactement les mêmes termes. Oui. Exactement les mêmes termes. D'ailleurs, je me suis servi de la proposition, enfin de ce dispositif de la Polynésie pour l'étendre. Parce que j'avais fait... C'est pas un dispositif polynésien, c'est un dispositif d'État. C'est un dispositif d'État. Appliqué en Polynésie. Alors, vous rappelons qu'en Polynésie... Pas seulement pour les autres. Oui, oui. Là, en fait, Polynésie et Nouvelle-Calédonie, vous avez une particularité pour l'aide juridictionnelle. Tout ce qui est pénal relève de l'État et tout ce qui est civil relève des gouvernements locaux. J'avais une question sur ça, sur entre la collaboration, la coopération entre l'État et les collectivités. Mais avant, vous avez raison, je tiens à insister sur ce point-là. Oui, en matière bancaire, mais ça peut relever de stratégies de gestion interne en filialisant. Mais c'est vrai qu'il y a, j'allais presque dire cette étrangeté. Vous avez la même chose en matière téléphonique et en matière de code postal. Vous avez un code postal qui est différent et on en sait quelque chose. Ici, la délégation avec Michel Magret et moi-même, quand je faisais la loi égalité réelle, on a eu ça. Et d'ailleurs, on n'a jamais obtenu la continuité postale. Et j'ai même eu une ministre qui m'a dit « je démissionnerai si je n'obtiens pas ça ». On ne l'a pas obtenu, et c'est toujours le cas. On a quelques particularités comme ça, mais on l'a en matière statistique et douanière. Nous sommes des territoires d'exportation, mais ce n'est pas une discrimination. Au contraire, c'est un avantage, puisque quand vous exportez à taux zéro ici, et c'est vous là-bas qui appliquez un taux de TVA inférieur. J'entends certains économistes dire ça, ce sont des erreurs. Peut-être, je peux même dire des bêtises. Donc, on peut comprendre. Il y a des différences sur ce qu'on appelait à l'époque la 6e directive de l'Europe en matière de TVA. Bref, c'est vrai que l'adaptation commande tout ça. Reste à savoir quelle est son efficacité. Moi, quand je vous lis, c'est vrai qu'il y a 18 propositions, vous avez des commentaires réguliers, ce qui permet d'avoir une vision actualisée de ce qui se fait chez nous. J'aimerais vous interroger sur l'organisation du ministère de la Justice. Comment voyez-vous le déploiement des moyens du ministère dans nos territoires? L'organisation des directions, l'administration pénitentiaire qui a une direction dédiée, mais pour d'autres, ce n'est pas la même chose, notamment la PJJ. Comment ça se passe en termes de moyens? Ensuite, en termes de moyens, ils sont souvent démunis et pas très dotés. Moi-même, alors président de région, j'avais décidé de rénover carrément la cour d'appel. Et j'ai eu un accord avec le ministère, et notamment l'immobilier de la justice. Ça ne s'est jamais fait. C'était Mme Taubira qui était là parce que c'était la dignité de l'État. Les gens travaillaient dans des containers et donc on a voulu moderniser. On a même fait des centres éducatifs fermés pour le compte de l'État. Comment voyez-vous les relations, alors que c'est du régalien tout ça, comment voyez-vous donc que ça relève d'une autorité fort régalienne et l'apport que pourraient avoir dans le respect des compétences les collectivités? Le collègue vient d'évoquer ce que le gouvernement de Polynésie a pu faire ou aurait pu faire. Comment voyez-vous ça? Est-ce qu'on peut trouver des coopérations respectant, si j'ose dire, les périmètres de chacun, les compétences de chacun, le régalien et d'autres domaines? Merci. Si vous permettez, comme nous sommes un peu contraints par le temps, ce sont des sujets qui sont vraiment très très larges et les collègues souhaiteraient aussi poser quelques questions. Je passerai la parole aux collègues, vous répondrez après et vous pourriez aussi nous adresser une note vraiment très complète avec des réponses techniques très précises sur le sujet. Donc je vais laisser la parole à notre collègue Tanim Mohamed Swali. Merci Madame la Présidente. Je vais, comme d'habitude, essayer d'être concis, mais ça va être compliqué. Tellement le bâtonnier, l'INJB, a émis des réflexions pragmatiques et qui appellent à la discussion à creuser pour trouver des réponses adaptées. Je voulais partager et apprécier tout ce que vous avez dit par rapport à la difficulté d'accès aux droits. Et certains de nos compatriotes
ultramarins éprouvent des difficultés monumentales à accéder à un auxiliaire de justice, pas qu'aux avocats, aux notaires, aux huissiers. Vous avez parlé de l'aide juridictionnelle, alors que beaucoup des territoires, même quand ils ne sont pas des îles, sont difficiles d'accès parce que ce sont des archipels, ou comme la Guyane, c'est pas moi qui vais vous apprendre la carte de la Guyane. Partagez aussi le fait que Mayotte n'a pas de cour d'appel de plein exercice, malgré plusieurs demandes, malgré un rapport de la commission des lois du Sénat. Ce n'est pas que pour le plaisir d'avoir une cour d'appel de plein exercice, mais quand la politique pénale du gouvernement est déclinée au niveau de la cour d'appel et que vous avez les chefs de juridiction, le procureur général et le premier président qui sont à la Réunion, qui ne viennent que 2-3 fois à Mayotte, comment voulez-vous qu'ils aient une politique pénale adaptée à la situation de Mayotte? Et donc je voulais faire mienne vos observations sur ce sujet. Vous n'en avez pas parlé, mais je le rappelle ici, c'est un de vos chevaux de bataille, en matière d'immobilier judiciaire, la vétusté en Outre-mer. L'immobilier vieillit beaucoup plus vite qu'ailleurs, et nous avons tous ces handicaps. Et j'aimerais soumettre, ce sera mon dernier point, un sujet à votre sagacité, à la sagacité de la délégation. Et je rebondis sur la question de notre collègue Philippe Bas sur la procédure pénale, à laquelle vous avez répondu par des considérations de souveraineté et de coopération. J'étends ma réflexion sur la problématique migratoire, la lutte contre l'immigration clandestine. Ce qui a mis le feu aux poudres actuellement dans la situation de Mayotte, c'est que, en plus de l'immigration habituelle, eh bien, nous avons des migrants venant de l'Afrique continentale, l'Afrique des Grands Lacs, et qui demandent l'asile politique. Seulement 5% d'entre eux ont obtenu l'asile. Sur les 700, seulement 40. 5 et quelques. Dans la situation actuelle de Mayotte, où la moitié de la population est étrangère, où 77% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, nous n'avons même pas d'eau pour la population actuelle. Nous retrouver avec ces migrants, en plus dans la nature, migrants que je ne cherche évidemment pas à stigmatiser, mais pour la petite histoire qui n'est pas si petite que ça, parmi ces migrants, on a retrouvé des criminels recherchés dans leur pays. Dans le passé, on est venu chercher un génocidaire du Rwanda qui s'était planqué à Mayotte et qui a été jugé et condamné à perpétuité dans l'Hexagone, il me semble. Donc, sans paraphraser l'ancien excellent Premier ministre, Mayotte, qui vit déjà dans une situation de misère, ne peut pas accueillir, en plus, toute la misère de l'océan Indien d'une partie de l'Afrique. D'où l'idée, et c'est ça que je voulais soumettre à votre sagacité, l'idée que j'ai émise récemment, alors je ne l'ai pas inventée, l'idée de prendre modèle de ce qui est en train de se faire entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Parce que, en plus de toutes les particularités que je viens de rappeler, nous avons un différend avec les Comores. Or, tous les migrants, quasiment, qui viennent à Mayotte, soit viennent directement des Comores, soit passent par les Comores. Et autant vous dire que les Comores ne jouent pas le jeu. Ils s'en servent, je n'ai pas peur de dire ces mots, comme arme migratoire, tout simplement. Et d'où l'idée de traiter avec un pays tiers, parler de coopération
du continent africain pour que les demandes d'asile pour rejoindre Mayotte se fassent à partir de ce pays. Je ne vois pas d'autres solutions viables à long terme. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce dispositif qui pourrait être mis en place à Mayotte pour soulager cette île de sa problématique migratoire inouïe et insensée que depuis une trentaine d'années, nous n'arrivons pas à résorber. Oui, bonjour à tous. Alors, Maître Lagibé, vous êtes un témoin privilégié des travaux passés sur l'évolution statutaire. Avez-vous l'impression que cette nouvelle organisation a facilité les échanges avec l'État? Je vais anticiper votre réponse. Pouvez-vous nous dire sur quel point les nouveaux travaux menés actuellement par les élus guyanais doivent s'accentuer pour fluidifier et simplifier ces échanges? Annick Petrus. Merci Madame la Présidente. L'accès aux droits est plus que problématique et crée des injustices en Outre-mer. Nous le savons tous, je ne reviendrai pas dessus. J'aimerais cependant évoquer un sujet dont on a très peu parlé, c'est la surpopulation carcérale qui s'élève à 123% en moyenne dans l'ensemble des territoires ultramarins. La Cour européenne des droits de l'homme, nous le savons, a condamné la France pour l'indignité de ses prisons, en particulier à cause de 3 établissements situés en Outre-mer. Le centre pénitentiaire de Bémao en Guadeloupe, à croire qu'ils n'ont pas visité celui de Basse-Terre, celui de Ducos en Martinique et la prison de Fanutania en Polynésie française. Concernant le territoire de Saint-Martin, lors de débats sur l'état de la justice dans les Outre-mer que nous avions pu avoir au Sénat en avril 2023, j'avais pu interroger le ministre délégué aux Outre-mer de l'époque, Jean-François Carenco, sur la situation du tribunal de proximité de Saint-Martin. J'avais donc plaidé pour une autonomie de Saint-Martin par rapport à Basse-Terre en présentant bien entendu des arguments. Je ne reviendrai pas sur ces arguments-là. Vous conviendrez avec moi qu'il revient à l'État d'assumer la continuité territoriale et l'égalité devant la justice. Il n'est donc pas normal que l'accès que les Saint-Martinois et tous les autres territoires ultramarins ne bénéficient pas, comme les Français de l'Hexagone, d'un accès effectif à la justice de leur pays. J'aurai donc 2 questions. Puisque nous savons tous que ce problème existe, puisque nous en parlons souvent, quelles mesures sont ou seront prises pour améliorer l'efficacité et l'accessibilité des services judiciaires dans les territoires d'outre-mer, notamment en termes de numérisation des procédures et de déploiement de personnel judiciaire qualifié? Et ma seconde question, une demande dans le cadre du SIOM avait été formulée par la collectivité territoriale de Saint-Martin pour une prison dont les coûts seraient réduits par des espaces mis à disposition avec le côté hollandais. Avez-vous des informations sur cette demande? Merci, chers collègues. Alors, Saïd Omar Oli. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je souscris tout à fait tout ce qui a été dit. Et je voudrais juste témoigner, Maître. Quand vous dites que le Code de procédure pénale ne va rien résoudre dans nos difficultés en Outre-mer. J'étais président du département et j'avais plus de majorité parce que, évidemment, j'avais une majorité de 10 et l'opposition était de 9. Donc, mon vice-président a démissionné et j'ai cherché par tout moyen de le faire revenir. J'avais des difficultés. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait l'application tout simplement de ce qui se fait de mieux chez nous, c'est-à-dire la réconciliation. Nous sommes musulmans à Mayotte et qu'on avait nos cadis
qui réglait beaucoup de difficultés. Je dirais qu'on n'avait même pas besoin d'aller au tribunal. Mais la première chose qu'on nous a dit, si nous voulons bien sûr être département, la première chose qu'il faut faire, il faut supprimer les cadis. Et donc évidemment on les a supprimés. Donc tous les petits conflits qu'on pouvait régler entre nous sont arrivés au tribunal, bien sûr, et le tribunal se trouve aujourd'hui avec des dossiers pas possibles, impossible d'apporter des solutions. Donc, quelle est votre perception aujourd'hui par rapport à ce que vous avez dit sur l'identité et sur la culture, notamment sur l'article 72? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Parce que nous voyons qu'il n'y a plus de confiance à la justice. Les grévistes avant-hier, parmi les cibles qu'ils ont prises, c'est aller fermer la justice, parce qu'ils n'ont plus confiance à la justice. Donc moi, la question c'est, d'après vous, avec tout ce que vous avez dit, que faut-il faire pour Mayotte? Présidente, juste, oui, je vous demanderai d'être très contraint puisque nous avons une deuxième audition. C'est un sujet passionnant et je vais laisser rapidement alors Victorin 1 minute 5. Ça ne prendra pas 1 minute. Dans la foulée de ce cas d'Itani, est-ce que vous êtes informé des conditions de réadmission des personnes en situation irrégulière, par exemple entre la France et les Comores, entre la France, Guadeloupe, Martinique, Guyane, avec le Brésil, avec Sainte-Lucie, avec la Dominique? Est-ce qu'on peut avoir un bilan de cette affaire? Dans quelles conditions diplomatiques, juridiques, financières ça se passe? Parce que ça devient, si je comprends bien, un business. Et pour clore ces questions, Maître, dans vos propositions sur la pluralité identitaire au sein de la République, je pensais particulièrement au parallèle que l'on peut faire entre le droit coutumier et le droit national. Alors, je vais répondre à la première question de M. le sénateur Durel. Alors, moi, j'ai proposé, je crois que d'ailleurs c'est dans mon article, puisque comme les États généraux de la justice, dans son rapport limité à 2 pages et demie et sans réponse d'ailleurs concrète pour l'outre-mer, à part des constats, j'ai proposé, moi en ce qui me concerne, qu'il y ait des États généraux de la justice en outre-mer. Pourquoi? Parce que, alors, j'ai même dit comment je voyais ces États généraux. La justice, elle est rendue au nom du peuple français. Ça veut dire qu'en l'occurrence, ce n'est pas un débat qui va interroger uniquement les juges. Pour moi, ces États généraux devaient effectivement associer tous les acteurs judiciaires, mais également les acteurs politiques, à commencer par les parlementaires. C'est évident. Comment voit-on la justice, territoire par territoire? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qui bloque? La lisibilité, mais c'est ça. Vous proposez un plan stratégique d'action territoire par territoire. Oui. Oui. Oui, mais sauf que, en fait, lui serait resté. Donc, le problème, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas pris de sachant spécialiste des territoires ultramarins, malgré d'ailleurs la lettre que le président de la République m'a faite, et en disant qu'il demandait au ministre de la Justice, le garde des Sceaux, de se rapprocher de moi, parce que j'avais des propositions concrètes. Bon, ça n'a pas été fait, mais en fait. Et donc c'est pour ça que je proposais effectivement des États généraux de la justice en outre-mer avec effectivement grandeur nature pour réfléchir là-dessus. Parce qu'en fait il n'y a pas une réponse. Il y a des réponses et des réponses adaptées à chaque territoire. C'était donc pour ça, donc c'était la première réponse. La deuxième, l'immobilier, c'est vrai qu'effectivement j'avais fait des propositions parce que aujourd'hui, et ça va répondre à votre interrogation, il n'y a pas de stratégie ultramarine du ministère de la Justice. Et je dois vous dire que la chancellerie, parce que dans les réunions que j'ai suscitées souvent, parce qu'on se voyait, je disais, mais où était le ministère des Outre-mer? Vous savez que c'est problématique pour la justice que le ministère des Outre-mer soit un ministère délégué sous l'autorité du ministère de l'Intérieur.
Et comme moi, que la justice et l'intérieur, bon, voilà. C'est compliqué, on me l'a dit, je le dis. On m'a dit, oui, mais bon, c'est compliqué. On aurait un ministre, effectivement, de plein exercice, ça aurait été différent. Bon, non, je les ai mis autour des tables. Mais en fait, et pour l'immobilier, eh ben, qu'est-ce qu'on a? Comme on n'a pas de prisme ultramarin, pas de direction, c'est que les standards, en l'occurrence, et on le voit pour l'immobilier, qui sont appliqués, sont exactement les mêmes que l'Hexagone. Alors que finalement, on sait très bien que les bâtiments, que ce soit effectivement de justice, que ce soit pénitentiaire, vieillissent plus vite en Outre-mer. Sur le taux d'usure n'est pas la même. Ben oui, on n'est pas. Vous voyez, en fait, la notion de bassin de vie n'est pas intégrée. Le seul ministère qui l'a effectivement dans son raisonnement, c'est le ministère des Outre-mer. Je vous ai dit en fait quel poids qu'il a. C'est ça. Il faut. Et pour répondre, c'est le sénateur Tani, oui, pour moi, il n'y a pas de réponse uniforme. Comme j'ai parlé effectivement d'égalité, c'est pas l'uniformité en Outre-mer. Et je pense qu'il faut des réponses disruptives, qui sortent de l'ordinaire, parce que l'objectif, c'est de répondre vraiment aux problématiques sociétales. Parce que ce qu'il convient, en fait, c'est de quoi te rassurer et de dire aux gens, aux populations, que la République s'incarne dans leur territoire. C'est ça le problème de fond. Moi, en tant que juriste, c'est ça qui m'interpelle, moi. Et attaché à la République, à ses valeurs, c'est ça qui m'interpelle. Le reste, si vous voulez, on a beau faire des discours, changer des textes, il faut avoir la pertinence. C'est de reconquérir, en fait, de donner confiance aux gens, en disant que la République, c'est pas uniquement un concept, il y a un contenu concret. Donc pour moi, il faut sortir, effectivement. Donc votre, en l'occurrence, sur laquelle je n'ai pas réfléchi, ne me semble pas... Oui, tout à fait. Nous avons des bassins de vie qui nous, effectivement, contextualisent dans un univers qui tend à mettre sous tension notre norme, en l'occurrence. Donc il faudrait bien trouver, en fait, des scénarios qui sortent de l'ordinaire. Il faut composer, il faut s'adapter. Le problème sud-américain appelle des réponses qui soient d'origine, enfin, qui a une connotation sud-américaine, même si elles sont françaises, mais enfin, il faut... Pour Madame la sénatrice, sur le débat statutaire, bon, moi j'ai toujours dit que les débats sur l'évolution, ou ce que j'ai appelé l'adaptation en l'occurrence statutaire, puisque pour moi il s'agit en l'occurrence de modifier des textes d'un statut et de rendre compatible avec son bassin de vie. Sauf qu'il faut qu'on fasse attention à une chose. J'ai toujours dit que une adaptation, une évolution ne réglera qu'une partie des problèmes. Pourquoi? Et si j'ai tenu à le dire que les crises sociétales majeures qui se sont produites mettaient en cause les compétences régaliennes, c'est parce que rien ne sera réglé. L'évolution de l'autonomie, moi je suis un ardent partisan de l'autonomie, mais ne réglera pas pour autant les problèmes effectivement régaliens qui resteront à l'État. Ce sont des compétences qui ne pourront pas être transférées, d'ailleurs pour des raisons qu'on comprend très bien, de liberté publique, de sécurité, etc. Parce que si la liberté devait effectivement changer d'un territoire à l'autre en fonction de conjonctures politiques, ça serait extrêmement dangereux, et moi je suis totalement opposé. Donc parce que je suis un défenseur farouche des libertés, même si je comprends qu'il y a des problématiques fortes. Donc, je veux dire qu'il faut qu'on reste, et puis il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'est-ce que la France. La France est un État unitaire. Ce n'est pas un État fédéral, ce n'est pas un État régional. Ah oui, j'ai écrit un article là-dessus, parce que... Ah oui, tout à fait. Ben, je disais qu'en fait, bon, il y a des choses que... c'est-à-dire que je vois qu'effectivement, parfois, il y a des évolutions qui amènent en fait, à des réflexions. C'est pour ça que je me rattache plutôt à la proposition du Sénat, qui, pour moi, est effectivement une proposition de bon sens et qui tient compte d'une réalité. Accès et droits, population carcérale, Madame la sénatrice, vous parlez de l'accès aux droits, et c'est bien pour ça que j'ai fait créer un groupe de travail sur l'accès aux droits en Outre-mer au sein du Conseil national de l'aide juridique. C'est bien pour apporter, et je n'ai pas oublié Saint-Martin ou Saint-Barthélemy, puisque comment je fonctionne d'ailleurs dans mes déplacements, mais j'ai moi des retours
de chaque bâtonnier d'outre-mer, en l'occurrence. Donc des rapports, je sais par exemple la situation aujourd'hui de Mayotte. Je discute, je dialogue, donc chaque jour, en fait, donc l'objectif de ce groupe, c'est bien effectivement d'apporter, comme vous l'avez dit, une politique d'accès au droit qui soit effectivement territorialisée. Pour l'instant, elle n'est pas territorialisée. Elle est laissée, si vous voulez, aux mains des conseils départementaux de l'aide juridique. Pour moi, ça ne suffit pas. Il faut effectivement aller à la rencontre des acteurs. C'est comme ça qu'on parle au droit. Le droit, c'est un élément concret. Ce n'est pas un élément qu'on énonce et puis qu'on dit, eh ben, le droit existe, donc soyez satisfaits. Le justiciable, il attend effectivement une réalité. Et pour l'instant, cette réalité n'existe pas. C'est le parcours du combattant pour effectivement accéder à des droits. D'autant plus, et que je disais, et c'est dans un article, je critiquais, puisque le garde des Sceaux disait qu'on va régler le problème de la justice avec le 100% numérique. On peut toujours courir, le 100% numérique, il y a une crise du numérique en Outre-mer. On a déjà des difficultés effectivement à accéder à des droits fondamentaux. Alors, vous imaginez la numérisation, ce n'est pas possible. Et dernière réponse sur Mayotte. Chaque collectivité doit amener une réponse adaptée. Bon, je ne suis pas sûr, mais ça n'engage que moi, qu'on aurait pu faire autrement que le statut départemental. Donc qui, aujourd'hui, devra effectivement reconfigurer, honnêtement. C'est parce que on ne peut pas, en fait, greffer un statut indépendamment de l'identité de la population qui l'anime. Ça n'a aucun sens. On verra, l'assimilation, c'est une notion bien belle, mais vous ne pouvez pas assimiler les gens jusqu'à les ignorer. Et d'ailleurs, je terminerai par une phrase que je rappelle beaucoup, effectivement, et qui résume effectivement toute ma réflexion, d'un grand auteur. J'aime beaucoup d'ailleurs, avoir le courage d'être soi-même et d'accepter sa différence et ce que l'on est réellement et pas ce que les autres veulent que l'on soit. C'est d'Albert Camus. C'est toute la réalité de l'outre-mer au sein de la République. Merci maître. Donc avant de clore cette audition, nous avons retenu le constat alarmant que vous faites. Paradoxe entre une pauvreté importante dans les territoires ultramarins et la vie chère, difficulté d'accès aux droits et perte de confiance dans la justice, les crises sociétales majeures qui mettent en exergue des défaillances dans l'exercice des compétences régaliennes de l'État et singulièrement la justice, et le constat qu'il n'y a pas de stratégie pour la justice en Outre-mer. Donc vous proposez d'adapter le droit aux réalités en créant des juridictions calibrées qui répondront concrètement aux réalités des territoires. Vous avez en ce sens créé un groupe d'accès au droit Outre-mer au sein du Conseil national de l'aide juridique et nous vous en remercions. Merci à vous. Nous sommes aussi, nous acceptons volontiers vos contributions, votre contribution écrite avec beaucoup de technicité dans vos propositions. Merci. Merci, Madame la Présidente. Et puis le groupe d'accès que j'ai fait créer entendra. Merci. Merci. Bon, je vais vous accompagner.
c'était.